Bonjour, je suis Marie-Rose Guetel et je suis du développement durable à la commune d'Etterbeek. À Etterbeek, nous avons imaginé un projet pilote basé sur l'alimentation durable. Ce projet est un véritable défi que nous lançons à la population, celui de mieux s'alimenter tout en respectant mieux l'environnement. 12 familles vont s'engager durant 6 mois à modifier leurs habitudes alimentaires. À travers tout cela, notre objectif est clair, c'est de montrer qu'il est possible de manger sain, local, de saison et pas cher. Au menu de notre défi alimentation durable, nous proposerons une série d'activités diverses afin de découvrir de nouveaux produits et de nouvelles façons de cuisiner. C'est ainsi que nous irons à la ferme bio, nous parcourrons les rayons des épiceries en vue de décrypter le contenu des étiquettes. Nous aurons des cours de cuisine, des conseils nutritionnels, des projections de films, des conférences, des dégustations, et le tout encadré par une équipe de pros, cuisiniers, nutritionnistes, coachs alimentaires, sans oublier bien sûr l'équipe communale composée du service développement durable. Tous ces visages, toutes ces activités, vous pourrez les retrouver sur un magnifique site internet comme une ferme à la ville. Et maintenant, bon appétit! Alors vous avez les acides gras polyinsaturés. Là je vais vous faire un petit dessin avec les moyens du bord. En fait, c'est quoi un oméga 3? Eh bien, c'est une chaîne de carbone, ici, avec des liaisons hydrogène. Pour un oméga 3, tous les troisièmes carbone, vous n'avez pas de double liaison. Et hop, ça recommence ici. Là. Oméga 3, encore une fois, et ça continue. Donc les oméga 3, c'est tous les 3, les oméga 6, tous les 6, les oméga 9, tous les 9. Il y en a qui suivent? Donc plus la chaîne est saturée en hydrogène, plus elle est solide, si vous voulez. C'est vraiment, on ne peut pas la casser facilement. C'est pour ça qu'avec un oméga 9, on peut facilement cuire, qu'avec une huile de colza, par exemple, qui est riche en oméga 3, c'est préférable de ne pas cuire cette huile et de uniquement l'utiliser après cuisson sur les légumes ou tout simplement dans les salades ou après cuisson sur un poisson, on peut en mettre un petit filet, c'est vraiment très bon. Et donc ça, c'est riche en oméga 3, ce qui va vous permettre donc d'avoir une action anti-inflammatoire et une action qui va fluidifier votre sang. Donc c'est vraiment deux actions qui sont très importantes au niveau des oméga 3. Alors on les appelle des acides gras essentiels. Pourquoi? Parce que votre organisme ne peut pas les fabriquer, vous devez les trouver dans votre alimentation. Alors que l'huile d'olive, qui est un oméga 9, qui ne contient pas d'oméga 3, je le répète, est un acide gras non essentiel. Votre corps arrive à fabriquer un oméga 9 avec les outils que vous lui donnez, tout simplement. Alors c'est quoi l'hydrogénation? Eh bien c'est très simple. Comme les graisses polyinsaturées ne se conservent pas très longtemps, l'industrie agroalimentaire a trouvé un moyen, eh bien elle vient mettre des hydrogènes dans les liaisons où il n'y a pas d'hydrogène. Donc ça rend la chaîne beaucoup plus stable. D'accord? Mais ce procédé-là n'est absolument pas bon pour l'organisme. C'est vraiment quelque chose qui est considéré comme toxique par notre corps. Et ça sera stocké directement sous forme de graisse. Ça va directement faire augmenter notre mauvais cholestérol. Et ça, vous allez retrouver des graisses hydrogénées dans énormément de produits. Dans la béarnaise, graisse hydrogénée, dans les fruitella, graisse hydrogénée, dans les chips, graisse hydrogénée, dans les biscuits, graisse hydrogénée. Vous en avez partout. Donc faites attention à ce que vous achetez. Si vous voyez graisse hydrogénée ou partiellement hydrogénée, ben vous n'achetez pas le produit. C'est vraiment une des règles de base dans l'étiquetage alimentaire. Donc vraiment à éviter. Il y a des choses qui sont très bonnes avec beaucoup de calories. Donc faut pas prendre de light. Par exemple, voilà, le light, ce n'est pas quelque chose qui améliorera la qualité nutritionnelle de ce que vous mangez. C'est light, mais c'est light par rapport à un produit de référence. Il faut faire attention à la pub, et en général, quand on entend quelque chose dans la pub, ce n'est pas vrai. Sinon, ça se saurait. On n'aurait pas besoin de faire la pub. Je sais que je travaille dans la pub depuis très longtemps, hein, donc c'est mon ancien métier. J'ai beaucoup menti dans ma vie. Mais pas aujourd'hui.
Est-ce qu'il y a des choses que vous ne saviez pas du tout que vous avez apprises ce soir? Oui, tout ce qui était galettes de riz, que c'était en fait des chaînes de glucose cassées, ça je ne savais pas du tout. Donc je pense que je vais peut-être arrêter de les manger. C'est intéressant que les gens se rendent compte que manger 2 ou 3 fois par semaine un repas végétarien, c'est excellent et que c'est bon pour leur santé et qu'ils ne vont pas mourir ni de faim ni d'inanition parce que tout d'un coup ils mangent plus de viande. Donc. La population qui a été choisie pour participer à ce défi est bien représentative d'une commune. Et je pense qu'il y a un vrai défi parce que vous êtes obligés d'appliquer des solutions différentes par individu. Et ça, je trouve que c'est un vrai challenge. On arrive quand même à distiller une certaine dose de théorie. Et donc, on se rend compte que les ménages participants adhèrent à certains principes et n'hésitent pas à changer leurs habitudes de tous les jours. Donc, pour le moment, c'est plutôt positif. Je n'ai plus mangé de frites, de cervelas ni de cornflakes. Donc, je suis sur la bonne voie. Oui, les wraps, c'est délicieux. La soupe, super bonne. Vraiment très, 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 très bonne. Voilà. Merci beaucoup et bon retour. Au revoir. Tout grand merci à tous les deux et à la prochaine séance. Merci. Voilà, hop, 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 voilà. Ouais. Donc, vous voyez, les épaules, c'est pas les épaules qui bougent, mais c'est les genoux et les pieds. Alors, vous allez tous me suivre comme ça. Voilà. Ça a l'air facile comme ça, mais vous allez voir que... Vous sentez que ça monte au niveau... C'est un petit exercice, mais les abdos travaillent, les mollets travaillent. Qui sent les mollets? Oui. Voilà, et alors on peut faire des petits sprints. On part sur des petits sprints. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et hop, on revient à vitesse normale. Et on va travailler par intervalle. Et on repart en sprint. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Voilà, vous sentez, les jambes vont travailler. On a plutôt testé ce matin trois aliments différents, enfin 3 manières de petit déjeuner différentes. La première, c'était donc des crêpes, où ce qui était nouveau pour moi, c'était l'idée de mélanger 2 farines, de l'épeautre et du blé, et puis d'agrémenter les crêpes avec des fruits frais, coupés en lamelles. Et ça rend ça très bon, très ludique. Je les conseille le matin. Pourquoi? Parce que c'est un petit déjeuner qui intéresse tout le monde. Généralement, tout le monde aime bien les crêpes, ça c'est une chose. Elles contiennent des fibres. Elles contiennent plus de protéines que les crêpes qu'on peut trouver dans les supermarchés qui contiennent beaucoup de sucre notamment. Alors le lait, c'est normalement du lait pasteurisé qui est utilisé, donc qui sera moins transformé, qui sera plus bénéfique pour l'organisme. On perd évidemment. Mais moi, c'est pas le moins, il faut vraiment qu'elle soit pas brûlée, quoi. Vraiment, il faut qu'elle soit soft. Mais tu perds pas tout quand même. Non. Ah non, bien sûr non. Alors en fait, moi je rajoute des flocons d'avoine parce que dans la pâte ici, on sature un peu. C'est riche en protéines, c'est riche en bonnes fibres, c'est riche en bonnes graisses et c'est vraiment quelque chose qui va vous donner de l'énergie tout au long de la matinée sans avoir de coup de pompe. Puis on a goûté des smoothies à base d'avocat, de bananes, je ne me souviens plus exactement, mais de divers ingrédients qu'on n'aurait pas pensé qu'ils se mélangeraient. Ainsi que les mueslis. Et ce que j'ai beaucoup aimé par rapport au muesli, c'était l'idée de mélanger plusieurs types de céréales, d'agrémenter encore une fois soi-même avec des morceaux de chocolat, des laits végétaux. Et c'est vrai que c'est tout à fait différent, c'est très agréable. On est passé chez Christiane avec différentes pâtes vraiment excellentes et son pain bien sûr. Et aussi du beurre, le beurre de ferme salé. C'est du pain au levain. Alors c'est du pain d'épeautre. Pourquoi du pain au levain par rapport du pain à la levure? Parce que le pain au levain est de un beaucoup plus digeste parce qu'il a levé. Moi mon pain il lève toute la nuit, donc il lève pendant au moins 8 heures. Ce qui veut dire que pendant ces 8 heures, la farine est déjà comme prédigérée, elle est transformée. Okay? Et le levain, c'est fait avec de la farine et de l'eau. Donc il n'y a aucun produit extérieur qui rentre dans mon pain que de la farine, de l'eau et du sel. D'ailleurs, il arrive. Ah ben voilà, qu'est-ce que tu as préféré, Théodore? Qu'est-ce que vous pensez qu'il va préférer? Moi, je pense que c'est les crêpes, vraiment. Et toi? Qu'est-ce que tu as préféré ce matin? Le même truc que tu as dit. Les crêpes?
Voilà, je vais montrer les premières. Hein. Donc je prends comme ça sur le bord, une bonne cuillère. Voilà. Je vais même mettre un peu moins parce que la pâte était bien fouettée. Donc comme ça, je laisse descendre, je tape au milieu. Hein. On est en alimentation durable. L'alimentation durable, c'est quoi? En définition, première chose, saison, plus possible, local. Donc ça, c'est les deux grands points. Aussi l'impact, donc l'impact écologique, l'impact de CO2, carbone. Pour vous donner un simple exemple, si vous prenez une tomate de Sicile qui vient en camion, son impact est de 60 kg de CO2 par kilo produit pour 600 pour une tomate qui vient de Flandre chauffée en serre. Hein. Oui, voilà. Le principe, c'est qu'on ajoute des légumes qui seront cuits, soit à la vapeur, soit à l'huile d'olive, selon ce qu'on a envie. On mélange avec la viande, avec les flocons, et puis on met au four. Il n'y en a plus qu'à couper en tranches. Comme le légume a pris un petit peu le goût de la viande, ça passe mieux pour les enfants. Et c'est très facile à faire, donc on n'a pas le retire. On le met simplement sur les plaques dans le four, et c'est prêt. Et voilà. Gros avantage, donc 1 kg de viande, 1 kg de légumes. Donc on diminue la préparation au niveau coût familial, tout en travaillant avec des produits biologiques. On va faire les galettes, on va préparer le mélange de germes, on va faire le coulis. On va préparer le pain de viande, la salade, la sauce curry. On va préparer la pâte, le mélange de rhubarbe et le coulis. Et puis après, on fera tout ensemble, tout le monde restera à les assiettes, tout le monde posera les questions de ce qu'on n'a pas vu, de ce qu'on n'a pas compris. Voilà. Santé, santé. Aujourd'hui au menu, 3 ateliers, la fabrication du pain, la production de graines germées et les tartinades végétales. Ça, c'est un pain d'à peu près 800-900 grammes. Ça, c'est un pain de 900 grammes. 900, Oui. Et tu peux faire encore un peu, et puis après, on passe aux graines germées, d'accord? C'est bien. Il a bien regardé. C'est très souple, hein? C'est bien. Voilà. Allez. Voilà. Vous n'avez qu'à mélanger les deux trucs et... Pour germer des graines, il suffit tout simplement de les mettre... Voilà, une cuillère à soupe, c'est suffisant. On met de l'eau, on immerge bien. Un petit morceau de vieux rideau avec un bon élastique. On laisse tremper pendant 8 heures. On verse l'eau et puis on retourne le pot comme ceci. On ne mettrait pas un chouïa, on dit quelle quantité? Ah oui, ils sont trop difficiles. Hein. Non, ils sont précis. Ils sont pas difficiles, ils sont précis. Mais ils ont du mal à se mettre d'accord. Excuse-moi. Une et demie alors. Et très gros. C'est chaud parce que Il a mis trop de sésame. Alors moi, c'est pas qu'on a mis trop de sésame, c'est qu'on en a mis et que ça sent tout de suite quoi. Non, trop. Ah, mais... On dirait de l'avocat. Parce que là, ils ont voulu refaire. Ils ont voulu refaire comme j'aurais dit qu'il y en avait un splendide vert. Merci. Je vais en prendre un pour toi. Eh bien, c'est bien bon. Bonjour à tout le monde. On a de la chance, je crois qu'on aura un peu de soleil. Je suis heureuse de vous recevoir dans la ferme, qui date de 1840. Et la cour de fumier, on l'a laissée parce qu'en agriculture biologique, c'est très important. C'est parce qu'on a besoin de cette fumure pour mettre sur les champs. Sinon, toute la cour de ferme ici n'a plus d'animaux. C'est pour la diversification. Au départ, vous avez la boucherie, le magasin, les chambres de fermentation, tout ce que la grange, c'est toute la réserve pour les animaux. Là, vous avez tous les céréales. Et il y a un grand silo aussi pour le froment, pour le boulanger. Et après, vous avez la réserve de pommes de terre.
Puis après, continuez, vous avez des sanitaires pour le camping, puisqu'il y a un camping à la ferme. Il y a un bloc de 2 douches et 2 WC. Puis alors, vous avez tout ce qui est boulangerie. Après, vous avez le restaurant, comme ça. Toute la cour de ferme a été utilisée pour la diversification. Voilà, on va aller tout de suite voir les vaches laitières. Quand elle est en fleurs, ici elle commence à fleurir, enfin les fleurs sont là, il y en a en fleurs dehors, c'est évidemment très facile de reconnaître l'ortie blanche. Le vrai nom, c'est le lamier blanc. On dit ortie blanche parce que les feuilles ressemblent. Un bon moyen pour la différencier, même sans les fleurs, la véritable ortie, elle a des poils et elle est plus foncée. Et on voit quand même des poils assez visibles. Ça pique, hein? Oui, alors ça, il y a le moyen le plus sûr, c'est de toucher, mais... Tandis que le lamier blanc, la tige est carrée. Il y a 4 angles. On le sent très très bien. Quand on tourne la tige, il y a 4 angles. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Alors l'ortie blanche est médicinale, on peut en faire des tisanes, mais l'ortie qui est très bonne pour la santé, qu'on mange en soupe, c'est la véritable ortie. Et l'ortie est très très réputée aussi comme aliment pour le bétail, hein, quand elle est séchée, donc quand elle ne pique plus. Autrefois, on rajoutait de l'ortie aux aliments pour les poules, pour les encourager à pondre. Vous en avez un bon nombre, hein? Vous avez combien de bêtes? 90, 100. Hein? 90, 100. Après. Ben, c'est-à-dire qu'il faut longtemps... Oui, ah oui, c'est petite ferme. Oh là là. Maintenant, vous avez 200, 300 vaches, 400 vaches, des vaches qui ne vont jamais plus dehors. Ouais. Et ça va devenir de plus en plus comme ça. Une vache qui a fait mouh. Non, c'est pas des vaches, c'est des taureaux. Alors là... Ça, c'est les plantes qu'on connaît aussi fait entre les Oui, oui, oui. Ah, pourtant là, c'est le blé et c'est l'escourgeon. L'escourgeon, c'est une céréale pour les animaux. L'escourgeon est déjà en épiaison maintenant. Hein. C'est un épi avec des grandes barbes. Et l'escourgeon se récolte au mois de juillet. Tandis que le blé plus tardif, il se récolte au mois d'août. Oui, le chien va dedans. Hein. Non, le chien, il adore. Il adore, il va dedans. Il va toujours dedans, celui. Il fait rien. Il fait rien. Il fait ça, oui. Oui, oui. Ah, mais il fait rien au lapin, hein, au contraire. On va aller voir à l'intérieur. Venez. Oh, le cochon, dit. Oh, que t'es beau! Tu es un beau gamin! Camille, c'est quoi? C'est un beau gamin! N'aie pas peur. Ouais, comme ce qu'il y a. Allez, allez. Hein, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Dis. Tu viens dire bonjour? Voyez comme ils ont des belles queues en tire-bouchon. Et ils nous écoutent là. Hein? Ils viennent parce qu'ils savent que c'est bientôt l'heure de manger, vers 4h, 5h. Pas avec les prises de courant, Anne-Marie. Et ça fait quoi si vous lui mettez vos doigts dans le nez? Ouais, t'as 220 volts. Hein. Non. Après, on va voir des autres poussins qu'on pourra caresser. On va aller voir les petits veaux que tu pourras caresser. 4-5 jours. Oui. Il est beau, hein? Mignon, hein? C'est beau. Ah, viens. Tu fais comme ça. Et alors ici, c'est la petite truie, enfin la grosse truie, qui va bientôt avoir ses petits. Il y a la pousse-toi, laisse-le ta où elle touche. Elle est enceinte. Oui, oui, on va voir, c'est jeune. C'est jeune. C'est bon. Il est gentil. Les gens. C'est le lait, quoi. C'est la rentabilité, c'est pour le lait, alors si on le laisse le lait. Et puis elle donne trop de lait aussi pour son veau. Les vaches, pour la viande, elles donnent 5, 6 litres, 7 litres sur la journée, tandis que les autres vaches donnent 25. On mange de l'herbe. Comme si nous, les animaux, n'aie pas peur, hein, ça va faire comme un que de l'herbe. Ils sont élevés que au l'herbe et des céréales à la salle de traite. Peut-être comme si c'était le lait, tu vois. On le ramène à Bruxelles? À l'intérieur de la gaine, on voit déjà la tige de blé qui est occupée de monter. Donc ça monte? Oui, oui, l'épi monte à l'intérieur de la gaine.
Alors il se fait l'épiaison, c'est quand le grain, l'épi sort, comme on le voit déjà pour l'escourgeon. Ah oui, il y a encore du chemin à faire. Chantal tous ensemble, là, pour la remerciant. Pour Chantal et Bip Hurrah Bip Hurrah Bip Hurrah. Un grand merci. Merci. Merci pour l'accueil, pour la nourriture, pour l'abondance. Le soleil en plus. Et bonne route quand tout se passe bien. Non, dedans. Non, dedans. Merci. Voilà. Moi, tant que vous écoutez tous, j'aimerais juste que vous repreniez la même place dans le car, si possible. Oui, maman. Aujourd'hui au programme, utiliser les épluchures des légumes de manière à ne rien jeter. Une cuisine durable et économique dont le menu de ce jour ne dépassera pas 3 € par personne. Limiter le gaspillage alimentaire vous permet d'économiser jusqu'à 500 € par an et par ménage. On va tout récupérer, on va en prendre que quelques-unes. Ouais, elles doivent être humides. J'ai là. Bon. C'est de l'oignon. Bon, c'est pour manger. Attention, je passe. Qui s'ouvre, se fait. Oui, attends, on va aller voir sur l'autre côté. Prends ça. Alors quand tu mélanges, regarde, il faut aller dans le fond. Donc maintenant tu dois rajouter de l'eau. Ok? Attends, excuse-moi, je me concentre sur là. Après, je vais d'abord bien montrer comment on fait le risotto. Tu couvres comme ça, toi. C'est ce qu'on appelle à bonne hauteur. Tu dois voir des petites marches, ok? Et maintenant, tu vas cuire en tournant. Non, tu arrêtes, c'est comme ça. Tu vas cuire jusqu'à ce que tu en aies presque tout. Là, ça a commencé à accrocher. Donc faites gaffe, vous prenez une spatule plus grande. Vaut mieux faire une soupe d'essuie de vaisselle que de doigts. C'est végétarien, tu vois, on va pas mettre de viande. Moi j'ai dit on est où? Ça rassemble plus, hein? Je sais pas. Vous habitez où déjà? C'est des délicieux. Tu as publié 31 romans. Tu avais fait toute ma Le thème de l'activité, c'était préparer un repas vietnamien à base de lait de coco et tous les légumes vietnamiens, les petites vermicelles et tout ça. Et pour le reste, moi j'ai commencé à couper les carottes, les poivrons, les champignons et tout dans le wok et on a préparé quoi. Mais c'était très bon. On a cuisiné des nems pour l'entrée, donc avec des pâtes de riz, des vermicelles de haricots mongo, des carottes, des concombres, des cacahuètes. Qu'est-ce qu'il y avait encore dedans? De la salade. C'est ce qu'on peut faire de moins cher, je crois, et de plus festif comme repas, quoi. Parce que la cuisine asiatique en général, c'est vraiment... il y a beaucoup de volume, il y a beaucoup de choses, beaucoup de saveurs pour finalement un très très petit budget. Il y a beaucoup d'amitiés, des amitiés réelles et profondes qui sont créées dans le groupe et ça se ressent. Parfois, ça se ressent positivement parce que tout le monde met la main à la pâte et tout le monde est enthousiaste et la timidité s'est effacée. Mais ça commence à chahuter un petit peu, mais toujours avec bienveillance et bonne humeur. Donc voilà, ça c'est le symptôme d'un groupe qui s'est formé et c'est très très chouette à voir. Est-ce que les élèves ont été appliqués? Ils ont été plus que ça, ils ont été vraiment très très coopérants, très intéressés, c'était vraiment très très gai, très très chouette.
Donc le thème du jour, c'est la cuisson des céréales et des légumineuses. Nous avons fait une salade de quinoa, une salade de lentilles germées, un caviar d'aubergine, une salade de haricots rouges, une salade d'orge, un tzatziki, une salade verte et une purée de pois chiches. Tout un programme. Pour la salade de quinoa, on les met dans l'eau froide, on fait bouillir, on cuit pendant un quart d'heure. On la laisse refroidir. Une fois froide, on coupe tous les légumes, c'est-à-dire du concombre, des poivrons rouges et jaunes, des tomates, du fenouil et des céleri en branches, que je coupe en petits morceaux et que je rajoute à la quinoa. Puis je fais la sauce. La sauce est faite à base d'huile d'olive, de citron, de persil, de moutarde, du sel, du poivre. On mixe le tout et on rajoute à la quinoa et les légumes. On mélange le tout et la salade est prête. Voilà, et puis la salade de lentilles. Je fais tremper d'abord les lentilles pendant une nuit. Je les laisse germer pendant 2 jours. Je mets les lentilles dans une casserole à l'eau froide. Et puis je les fais bouillir. Je les cuis pendant 10 minutes parce que quand elles sont germées, elles cuisent beaucoup plus vite. Elles doivent être tendres. Je rajoute une sauce. Aujourd'hui, je fais une sauce avec de l'huile d'olive, du citron, de la moutarde, du persil, de la coriandre. J'ai rajouté un ravier de framboise, du sel et du poivre et j'ai mixé le tout que j'ai mélangé avec mes lentilles et ça donne un petit goût de framboise qui est assez spécial et très subtil. Le caviar d'aubergine, je cuis les aubergines au four, je les laisse griller avec les poivrons jaunes et rouges. Une fois qu'ils sont grillés, je les pèle, j'enlève la peau des aubergines, la peau des poivrons, puis je les mets dans un plat et je rajoute des tomates que j'ai épépinées avec de l'ail, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. Et je mixe le tout. Et voilà, j'obtiens un caviar d'aubergine qui est assez savoureux. La salade de haricots rouges. Les haricots rouges, je les ai mis trempés pendant une nuit. Je les ai laissés germer pendant 2 jours aussi. Il faut savoir que si on laisse germer les légumineuses, elles sont beaucoup plus digestes. On n'a pas de problèmes intestinaux, donc je les mets dans l'eau froide. Je les cuis pendant certainement 1 heure. Il faut qu'ils soient tendres et puis je les laisse aussi refroidir. Et alors ici, je fais une sauce avec de l'huile d'olive, du citron, de la moutarde et du persil. J'émince un céleri blanc en branches et quelques tomates. Et je mélange avec ça et on obtient une excellente salade de haricots rouges. Ensuite, je fais une salade d'orge, la céréale la plus ancienne. L'orge, elle est très rafraîchissante, elle est adoucissante. C'est une céréale qui est excellente pour les gens qui ont des problèmes intestinaux, c'est-à-dire surtout des problèmes de constipation. C'est très légèrement laxatif, donc aussi pour les enfants, c'est excellent. C'est de l'orge perlé que je laisse tremper pendant 1 nuit aussi. Et puis je le cuis pendant une demi-heure, c'est suffisant. Alors je rajoute à ça pour faire la salade des tomates cerises, des concombres, des poivrons, des raisins secs. Je mets une échalote, une botte de menthe fraîche et des graines de tournesol que je grille à sec dans une poêle. Et puis là-dessus, je mets une petite sauce à base d'huile d'olive, de citron. Je mets de la moutarde aussi. Je rajoute de la purée d'amande, du gingembre et je mixe le tout que je verse sur mon orge. Ça donne une excellente salade d'orge. Tzatziki, je prends des concombres, du yaourt, de l'ail, du sel, du poivre et du persil. Ce sont les ingrédients. Alors je râpe les concombres assez gros. J'introduis dans le yaourt l'ail pressé, le sel, le poivre. J'émince quelques tomates séchées et je mélange le tout. Voilà, c'est très vite fait, puis c'est excellent quand il fait chaud, c'est très rafraîchissant. La salade verte, ça c'est une salade, je prends une batavia, une feuille de chêne, une frisée, j'ajoute de la roquette et quelques tomates. Et puis voilà, ça donne une très belle salade au niveau des couleurs, c'est super beau. Et je fais avec ça une petite sauce à l'avocat. Alors les avocats, je les mixe. Je mets aussi un peu de moutarde, sel, poivre et c'est suffisant. Ici, j'ai aussi rajouté du basilic. Avec de l'huile d'olive, du jus de citron. Je rajoute un peu d'eau pour que la sauce ne soit pas trop épaisse. Ici, on est vraiment dans un buffet d'été. Dernier plat, c'est une purée de pois chiches. Je les ai mis trempés aussi une nuit, puis je les ai mis germer 2 jours. Ils ont des beaux grands germes. Je les ai fait cuire pendant 3 quarts d'heure dans l'eau. J'ai simplement rajouté un peu de citron, du thym, c'est-à-dire de la pâte de sésame, de l'ail et de l'huile d'olive. J'ai mixé le tout dans un grand plat et puis voilà, la purée de pois chiches est prête. C'est excellent comme ça et puis on peut rajouter si on veut des herbes ou autre chose, mais ici je l'ai fait nature.
Voilà. Moi, je suis très contente. Je trouve que le cours s'est super bien passé, que j'ai des très bons élèves et que voilà, on a fait du beau travail. En 1h30, je trouve que c'est un record quand même. Je suis fière de mes élèves. Merci, je ne serai pas longue, hein, mais je crois que c'est important quand même de vous adresser un petit mot, un petit discours en tout cas, de manière officielle, puisque c'est la dernière soirée de notre magnifique défi alimentation durable. Je dois vous avouer sincèrement que j'y croyais, bien entendu, j'y croyais de toutes mes forces, de tout mon cœur, mais je ne soupçonnais pas que ça pourrait se passer tellement bien, tellement convivialement et tellement joyeusement et tellement humainement finalement. Donc personnellement, moi je suis très contente. Rappelons quand même que l'objectif de ce défi, c'était de permettre à 12 familles, 12 ménages, de compositions diverses et représentatives de la population éterlécoise, de pouvoir prendre conscience de toute une série de choses concernant l'alimentation quotidienne qui est la nôtre. Bien sûr, ce qu'on mange, mais aussi où on va chercher ce qu'on mange, comment ça a été produit, comment ensuite les déchets, si déchets il y a, vont être recyclés. Vous avez participé à toutes les activités, je pense que elles vous ont en tout cas permis d'apprendre pas mal de choses. Moi-même, ainsi que les coachs, ainsi que l'équipe Marie, Daphné, Carole ont appris. Nous avons nous-mêmes appris beaucoup de choses au cours de ce défi. Et le deuxième objectif, c'est que vous maintenant, les participants, vous deveniez des ambassadeurs de l'alimentation durable dans votre commune à Etterbeek. Alors bien sûr, chacun de vous le fera à sa manière, avec la motivation, le temps, la passion qu'il voudra y mettre. Chacun va le faire comme il est, à sa façon. Mais je crois que ce serait vraiment important que dans les semaines, les mois, les années qui viennent, que vous puissiez le faire savoir autour de vous. Quelles étaient les raisons de ce défi? J'ai essayé de trouver la faille. Je me suis dit, tiens, c'est une nouvelle secte qui essaye de proliférer, ou bien peut-être que là derrière, il y a un sponsor de marque bio. C'était pas le cas. Éventuellement, c'était le recrutement caché d'écolos pour les élections. Et je me suis dit, non, quelque part, c'est pas correct parce qu'on n'est pas assez nombreux pour éventuellement vous élire bourgmestre. Mais écoutez, moi j'étais l'intrus ce soir. On m'a invité, hein, sinon je ne serais pas venu, mais j'étais l'intrus, puisque je dois tous vous dire du fond du cœur merci. J'avais dit que je ne mangeais pas, j'avais déjà mangé avant de venir, mais finalement j'ai remangé, et donc je dois vous dire merci, puisque c'est vous qui avez tout préparé, et moi je suis venu comme un gros vilain sans rien avoir amené. Mais on n'est pas venu les mains vides, Madame Deschamps, puisque vous avez été courageux, vous avez osé, vous avez évolué, vous avez fait confiance, donc vous avez droit à un petit cadeau symbolique. On va l'appeler un diplôme. Un diplôme, un certificat, une attestation d'ambassadeur ou d'ambassadrice du premier défi alimentation durable à Etterbeek. Et donc, nous avons estimé que Mary a gagné son couteau d'argent. Parce qu'on a remarqué que... Madame l'ambassadrice. Le jury a voulu remercier tous les participants, mais la deuxième personne qui a été malgré tout sélectionnée, c'est Mounir. S'il te plaît. Parce que, notamment par son sourire, sa gentillesse, son charme perçant, voilà, c'est ça que je voulais dire. Merci. Ensuite, nous appelons la famille de Skuytener. Marie-Christine, Michel. Nous avons trouvé que Stéphane et Céline étaient bien impliqués dans ce projet. Tous les deux, ainsi que Marie. Voilà. Et Goupé.
cerise sur le gâteau, parce que bon, je termine avec ça. Le défi alimentaire, c'était ça, nous faire découvrir des légumes bio, et donc s'éloigner le plus possible de la viande. Nous avions déjà effectivement Michel qui a fait un très bon score, parce que il est passé de 2 morceaux de viande à 1 morceau, je pense. Donc c'est déjà un fameux exploit. Mais malgré tout, quelqu'un assez discret ici dans l'Assemblée a également dû renier ses origines d'un papa boucher. Et voilà, bien sûr, tous les regards se tournent vers Goupé. Et Goupé qui a plongé dans le quinoa et dans tout ce qu'il en suit. Et bravo, il est vraiment... Et apparemment, il est toujours en forme. Hein. Est-ce que c'est de la viande? Du pâté, de la chipolata, un morceau de steak, du boudin. Un tablier. Mets-le dans le bon sens, s'il te plaît. Oh là là, Goupé. Oh. Voilà, merci à tous. Désolé, j'étais peut-être un peu long. Je crois que c'est extrêmement rare d'avoir autant de joie, autant de sincérité, autant d'affection de gens qui ne se connaissaient pas et qui maintenant ont décidé de nouer des relations durables. Puisque c'est bien ça qui a été demandé. Il faut rendre aussi le mérite à ceux qui ont conçu et qui ont contribué à faire en sorte qu'une idée un peu folle, finalement, devienne réalité. Et donc, je vous demande de faire une ovation pour les chevilles. Moi, j'ai adoré cette expérience, bon, d'abord parce que toutes les soirées que j'ai passées dans le cadre du défi alimentation étaient des soirées vraiment très très agréables, mais au-delà de ça, par les rencontres individuelles que nous avons eues avec les gens, il y avait aussi des choses beaucoup plus profondes au niveau humain et parfois des cas un peu plus difficiles. Et donc j'ai l'impression que le défi alimentation a permis, je vais utiliser peut-être un grand mot, mais de changer la vie de certaines personnes et en tout cas de changer très durablement leur attitude par rapport à l'alimentation. Et donc je trouve que le défi a fait œuvre utile.